Dans cet épisode de Cruauté en Fast Story, nous plongeons dans une affaire qui a glacé le sang de toute une communauté. Une disparition brutale, un mari inquiet, une enquête qui, très vite, soulève plus de questions que de réponses, des incohérences dans les témoignages, des zones d'ombre dans le passé, et surtout, un mobile qui, une fois révélé, laisse sans voix. Nous pensons souvent que l'amour protège, qu'il soigne, qu'il répare. Mais parfois, il contrôle, il manipule et il détruit. Je suis Genéza. Et aujourd'hui, nous allons voir comment une vie ordinaire a sombré dans l'impensable. Préparez-vous, car certaines vérités sont plus sombres qu'elles n'y paraissent. Ekaterina Bolgova est née en 1989 à Saint-Pétersbourg, en Russie. Elle a grandi en cochant 2 cases très convoitées, brillantes et ravissantes. Le combo gagnant. En 1989, elle ne le savait pas encore, mais 20 ans plus tard, sa vie allait prendre un tournant inattendu. En 2009, alors qu'elle étudiait le commerce et l'administration, autrement dit, un ticket d'entrée vers une vie de paperasse et de PowerPoint, elle est partie en vacances en Turquie avec sa famille. Mais cette fois, les plages turques n'ont pas seulement bronzé sa peau, elles ont aussi électrisé son cœur. C'est là qu'elle a rencontré Walter Baumann, 13 ans de plus qu'elle, allemand d'adoption, mais originaire du Kazakhstan, donc russophone. Autrement dit, il cochait la case « communication facile » et celle du papa potentiel en même temps. Ils ont passé chaque moment libre ensemble, et comme dans tous les contes de fées qui commencent dans un club de vacances, ils sont tombés amoureux, très vite, trop vite. À la fin du séjour, Walter a carrément sorti la carte mariage. Oui, il a demandé la main d'une jeune fille de 20 ans rencontrée entre 2 cocktails et un plongeon. Et Ekaterina a dit oui. L'amour rend aveugle, mais manifestement aussi très rapide. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, surtout les vacances. Ekaterina est retournée à Saint-Pétersbourg et Walter à Bremerhaven, où il vivait depuis 1994 avec sa mère. Des kilomètres les séparaient? Aucun problème. Ils ont fait exploser les forfaits téléphoniques et envoyé plus de messages que le service client d'Amazon. Walter est même allé plusieurs fois en Russie pour la voir. Il était déterminé, le bougre. Quelques mois plus tard, il lui a proposé de tout quitter, la Russie, ses études, sa vie, pour venir vivre avec lui en Allemagne. Il lui a vanté les mérites d'un avenir radieux à Bremerhaven, une vie tranquille, de meilleures opportunités et une météo tout aussi déprimante que celle de Saint-Pétersbourg, mais avec plus de saucisses. Il faut dire qu'il ne cherchait pas juste une compagne, il cherchait la femme, depuis des années, et là, il l'avait trouvée, belle, jeune, russe. Walter était aux anges. Il a donc tout fait pour la convaincre, quitte à lui vendre l'Allemagne comme le paradis sur terre. Ekaterina n'a pas eu besoin de réfléchir longtemps. À vrai dire, elle a sauté sur l'occasion. Elle était jeune, avide de découvertes, curieuse du monde et surtout, elle voulait Walter. Le reste? Des détails. En 2010, elle a posé ses valises en Allemagne. Et grâce à Walter, elle n'a pas perdu de temps. Il avait tout ficelé, tout organisé, comme un bon logisticien de l'amour. Elle avait déjà validé 2 années d'université à Saint-Pétersbourg, et hop, elle a directement intégré la 3e année en Allemagne. Pas de pause, pas de galère. Un transfert express, version premium. À sa grande surprise, elle s'est très vite adaptée au système universitaire allemand. Pas de drame, pas de pleurs dans les toilettes. Elle a géré. Elle passait le plus clair de son temps à la fac. Mais dès qu'elle avait un moment pour elle, elle enfilait ses baskets pour courir ou déroulait son tapis pour une séance de yoga. Une vraie pub pour la sérénité. Elle a souvent regardé en arrière en se disant qu'elle avait bien fait de quitter la Russie.
Walter était attentionné, généreux, presque trop parfait pour être vrai. Il la traitait comme une princesse. Bon, pas celle des contes Disney, mais presque. Cadeau à gogo, voyage à l'étranger, zéro contrariété. La belle vie. Alors, 1 an plus tard, le mariage est arrivé. Walter tenait à ce que ce jour soit inoubliable, pour lui, pour elle, pour les rares invités, et surtout pour son ego. Il a claqué une somme astronomique pour une cérémonie presque royale. Calèche tirée par des chevaux blancs, décor de contes de fées. La totale. Manquait plus que la fanfare et les colombes. Mais bon, même les contes de fées ont une fin. Et souvent, c'est après le mariage que ça commence à se compliquer. Dès la cérémonie passée, Ekaterina a quitté son petit appartement pour s'installer chez Walter. Et là, surprise, il ne vivait pas seul, il cohabitait avec sa mère, Ludmila, oui, la belle-mère. Et voilà notre jeune marié propulsé dans une colocation à 3, un joli trio, à la russe, version allemande. Seulement voilà, Ludmila n'a pas facilité les choses. Elle n'était pas du genre à ouvrir grand les bras à la nouveauté, surtout quand la nouveauté s'appelait Ekaterina. Elle a eu un mal fou à lâcher son fils, son unique enfant, son trésor, sa propriété privée. Appelons un chat un chat. Ludmila a toujours été possessive, intrusive, limite flic de quartier. Dès que Walter quittait la maison, elle dégainait son téléphone. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il fallait qu'elle sache où il allait, avec qui, pourquoi et à quelle heure il comptait respirer. Et quand Ekaterina est entrée dans l'équation, elle a voulu la gérer aussi. Bienvenue au club. Elle la trouvait trop ceci, pas assez cela. Pour elle, Ekaterina n'avait rien d'une bonne épouse. Elle ne tenait pas correctement la maison, elle ne cuisinait pas comme il faut, elle ne savait même pas s'habiller avec décence. Bref, une faute de goût sur pattes. Ekaterina, elle, a essayé. Vraiment. Elle s'est tue, a avalé les critiques, les piques, les regards condescendants. Elle savait que critiquer Ludmila devant Walter revenait à signer son arrêt de mort conjugale. Monsieur était dévoué à maman. Aveuglément. Alors, Ekaterina a fait bonne figure. Elle a géré la maison, préparé les repas, mis la sourdine sur sa beauté. Oui, elle s'est habillée sobrement, modestement. Trop modestement. Pas parce qu'elle aimait ça, mais parce que chaque fois qu'elle se faisait un peu trop jolie, Ludmila levait les yeux au ciel. « Tu veux séduire qui avec ça ?» Voilà le genre de compliment qu'elle recevait. Alors Ekaterina, aussi belle soit-elle, a choisi de disparaître dans la tapisserie. Plus simple. Mais vivre sous le même toit que Ludmila, ce n'était pas une vie. C'était une épreuve. Et le seul rêve d'Ekaterina, c'était de partir. D'avoir enfin son chez elle. Rien qu'à elle et Walter. Mais entre rêve et réalité, il y avait un mur, le mur de l'argent. Walter avait quelques économies, oui, mais pas de quoi acheter un palace, ni même un 2 pièces. Alors, en bon mari travailleur, il a retroussé ses manches au port de Bremerhaven. Il a enchaîné les heures sup, les week-ends, les jours fériés. Il a bossé comme un forçat pour économiser, économiser, encore économiser. Un vrai soldat de la routine. Finalement, en 2017, miracle. Ils ont pu acheter une petite maison. Rien d'extravagant. Walter ne voulait pas jeter l'argent par les fenêtres, mais assez pour que le couple respire enfin. Et surtout, leur famille allait s'agrandir. Un bébé était en route. Et Ekaterina, en future maman, a poussé un soupir de soulagement. Ils allaient enfin vivre seuls. Bon, seuls en théorie. Parce que même après le déménagement, Ludmila n'a pas lâché l'affaire. Elle est venue, tous les jours, comme un colis Amazon sans fin. Elle s'est installée dans leur salon, a recommencé à commenter, contrôler, superviser. Comme avant, pire encore.
Ekaterina a fini par se dire qu'elle n'avait pas seulement épousé Walter, elle avait aussi signé pour Ludmila, un package, sans possibilité de retour. Ludmila s'est comportée comme si leur couple était un trio, une relation à trois, mais sans amour ni consentement. Elle a continué à traiter Walter comme un enfant, incapable de penser par lui-même, incapable de faire un choix sans qu'elle valide. Elle décidait, il obéissait. Et Ekaterina, coincée au milieu, a commencé à trouver ça franchement toxique. Un peu comme vivre avec un couple mère-fils fusionnel, mais en étant de trop. En 2017, Ekaterina avait 28 ans. Elle croyait encore que l'arrivée d'un bébé changerait la donne, que la naissance de leur fille allait rééquilibrer les rôles, que Walter allait devenir un père, un vrai, un homme. Spoiler, il a changé, oui, mais pas dans le bon sens. Dès la naissance de Victoria, il a vrillé. Ce qu'il avait déjà montré par petites touches, cette possessivité, ce besoin de tout contrôler, s'est soudain amplifié. Et cette fois, ça n'avait rien de charmant. Il a commencé à tout interdire à Ekaterina. Apprendre à conduire? Non! Enseigner l'allemand à leur fille? Hors de question. Walter voulait que Victoria parle uniquement russe. Oui, uniquement. Même s'ils vivaient en Allemagne, même si leur fille devrait, un jour ou l'autre, comprendre les gens autour d'elle. Mais non, monsieur avait décidé. La langue du foyer, c'était le russe. Point final. Il a même voulu installer un logiciel espion sur son téléphone. Oui, un mouchard, histoire de savoir où elle allait, avec qui, quand. Heureusement, ils n'avaient pas les compétences techniques et personne dans leur entourage n'a accepté de l'aider. Faut croire qu'il restait encore un peu de décence dans le monde. Mais ce n'était que le début. Les interdictions se sont multipliées, les colères aussi. Et puis un jour, il a levé la main. Puis il a recommencé, encore. Ekaterina n'a plus reconnu l'homme qu'elle avait aimé. Celui des débuts avait disparu, envolé. Il ne restait qu'un mari devenu violent, imprévisible, incapable de gérer autre chose que son obsession du contrôle. Les disputes se sont enchaînées. Le climat est devenu irrespirable. Alors, à la fin de l'année 2020, elle a dit « stop ». Elle en a eu assez. Assez des cris, des coups, des interdits. Assez de cette vie où elle n'était plus qu'une ombre. Elle a décidé de partir. Pour elle et pour sa fille. Même si elle ne savait pas où aller. Toute sa famille était restée à Saint-Pétersbourg. Elle était seule, perdue. Mais elle a trouvé la force de demander de l'aide. Elle s'est tournée vers un centre pour femmes en détresse. C'était ça ou sombrer. Walter, lui, n'a pas supporté ce départ. Perdre sa femme et sa fille d'un coup, inconcevable. Alors il s'est lancé dans une opération reconquête express. Il l'a suppliée, il a juré qu'il était désolé, qu'il ne comprenait pas ce qui lui avait pris, que ça ne se reproduirait plus, que sans elle, il ne pouvait pas vivre. Quand Ekaterina a entendu toutes les belles promesses de Walter, elle a voulu y croire une dernière fois. Elle a pris le risque. Elle est rentrée chez elle. Mais très vite, elle a compris. Ce n'était que du vent, des mots, des excuses bien emballées, vidées de toute sincérité. Walter n'avait rien changé, absolument rien. Pire encore, il avait redoublé de contrôle. Cette fois, il ne surveillait plus seulement sa femme. Il s'en est aussi pris à leur fille. Walter est devenu complètement obsédé par Victoria. Il la voulait toujours près de lui, chaque minute, chaque seconde. Il ne travaillait plus autant, refusait les heures supplémentaires, tout ça pour passer du temps avec elle. Officiellement, c'était de l'amour paternel. En réalité, de l'appropriation pure et simple. Ekaterina, elle, a vacillé. Par moments, les choses semblaient aller mieux. Puis, tout retombait, les disputes reprenaient, les tensions montaient, et l'idée du divorce a commencé à la hanter.
Elle étouffait, elle n'avait plus de liberté, plus de respiration. Même prendre l'avion seule avec sa fille pour aller voir sa famille en Russie, interdit. Walter devait toujours être là, toujours. Il avait peur qu'elle parte, qu'elle ne revienne pas, qu'elle disparaisse avec l'enfant. Alors il contrôlait tout, même ses papiers. Il lui a retiré ses documents, ses cartes bancaires. Elle n'avait plus rien, pas même le droit d'avoir une vie. Alors Ekaterina a compris. Walter ne changerait jamais. Il avait trop promis et il avait trop échoué. Elle ne voulait plus de cette vie. Pas pour elle, pas pour Victoria. En août 2021, elle a refait ses valises. Une deuxième fois. Direction, le centre d'aide aux femmes battues. Cette fois, elle en était sûre. Si elle restait, elle mourrait. Elle a dû se battre pour sa survie. Quand elle a expliqué sa situation au personnel du centre, la conclusion a été claire. Il fallait la protéger, mais aussi protéger l'enfant. Sauf que voilà, Walter avait encore ses droits parentaux. Et sans son accord, impossible de placer Victoria dans un foyer pour enfants. Bien évidemment, il a refusé. Lui, voir sa fille dans un orphelinat, jamais. Alors, un compromis a été trouvé. Victoria passait quelques jours avec sa mère au centre, quelques jours avec son père et sa chère grand-mère, un système bancal, fragile et qui n'a pas tenu. Au bout d'un moment, Ekaterina, 32 ans, épuisée, a décidé de rentrer à la maison. Non, pas pour sauver son mariage, c'était terminé, elle le savait, elle l'a fait par nécessité, pour la logistique, pour la stabilité de Victoria. Mais dès son retour, elle a demandé le divorce. Ce conte de fées avait viré au cauchemar depuis longtemps. Il était temps de tourner la page. Elle savait que ce divorce n'était qu'une étape. Restait la grande question. Et après? Elle pouvait rester un temps dans la maison achetée par Walter, mais ensuite, devait-elle rester en Allemagne ou retourner à Saint-Pétersbourg? L'idée du retour la tentait de plus en plus. Sa famille lui manquait, sa terre, ses repères. Elle pensait qu'elle y serait mieux. Et quand Walter a appris cela, il a craqué. Pour lui, Ekaterina n'existait plus vraiment, mais Victoria, c'était différent. Sa fille, son trésor, son bien. La voir partir en Russie, c'était inenvisageable. Il a paniqué, il a commencé à s'emporter encore plus, parce que dans son esprit tordu, perdre sa femme, soit, mais perdre son enfant, jamais. Ekaterina a commencé à se rendre en Russie de plus en plus souvent, seule, à chaque fois. Walter refusait que Victoria l'accompagne. Il ne voulait pas que sa fille quitte le sol allemand, encore moins avec une mère qu'il soupçonnait en permanence de vouloir fuir pour de bon. Lors de l'un de ses séjours à Saint-Pétersbourg, Ekaterina a rencontré un homme, un inconnu du web, originaire de Sibérie. Pas vraiment le prince charmant sur un cheval blanc, mais quelqu'un qui, au moins, l'écoutait. Ils se sont vus plusieurs fois. Et puis, ils sont devenus amants. Ils profitaient de chaque séjour pour se retrouver. Et lorsqu'elle repartait en Allemagne, ils s'écrivaient. Tous les jours, inlassablement, jusqu'au jour où elle a cessé de répondre. Le 4 février 2022, cet homme sibérien lui a envoyé un message. Elle a répondu. Un peu. Ils ont échangé quelques SMS, comme d'habitude, jusqu'à ce qu'elle lui écrive qu'elle le recontacterait après avoir couché sa fille. Un message anodin, une promesse ordinaire. Mais après ça, plus rien. Silence radio, et ce silence, il n'a plus jamais été rompu. Sa famille, elle aussi, s'est rapidement inquiétée. Eux qui avaient l'habitude d'avoir des nouvelles régulières, n'ont plus rien reçu. Pas un appel, pas un mot. Ils ont essayé de joindre Walter, pas de réponse non plus. L'angoisse a commencé à monter. Ce n'est que le 6 février que Walter a daigné les appeler. Et ce qu'il leur a dit a gelé le sang de tout le monde. Il ne savait pas où était Ekaterina. D'après lui, il l'avait vue pour la dernière fois le 4 février, 2 jours plus tôt. Et depuis, disparue.
Il a supposé qu'elle avait peut-être, encore une fois, quitté la maison pour rejoindre le centre d'aide. Il a ajouté qu'une valise avait disparu, ainsi que 13 000 € en liquide, comme si elle s'était volatilisée de son plein gré. Mais ce détail-là a mis la puce à l'oreille de ses parents. Elle n'avait pas pris sa fille avec elle, et ça, ce n'était pas Ekaterina. Victoria était sa priorité, son pilier. Jamais elle ne serait partie sans elle. Quelque chose clochait, quelque chose de grave. Alors, ils ont insisté. Ils ont supplié Walter d'alerter la police, ce qu'il a finalement fait le 6 février, en signalant la disparition. Quand la nouvelle a commencé à se répandre à Bremerhaven, les habitants ont réagi avec une solidarité rare. La plupart ne connaissaient même pas Ekaterina, mais l'histoire les a touchés. Une jeune mère disparue, sans trace, sans explication, et en plein hiver, malgré le froid mordant, malgré la neige, 400 personnes, policiers, bénévoles, simples citoyens, se sont mobilisés. Ils ont fouillé la ville, ses forêts, ses berges, ses zones industrielles. Rien, aucune trace, pas un indice, pas un corps. Ekaterina s'était littéralement évaporée. Les jours ont passé, et pendant que des inconnus, émus ou simplement révoltés, arpentaient champs et forêts pour tenter de retrouver la trace d'Ekaterina, une chose a choqué tout le monde. Walter n'était nulle part. Pas un mot, pas un geste, pas une trace de panique. L'homme qui aurait dû être le premier à se joindre aux battus a brillé par son absence. Quand on lui a demandé pourquoi, il a répondu, l'air détaché, que ce n'était pas la première fois qu'elle partait, qu'elle allait revenir, comme d'habitude. Voilà tout. Pas de drame, pas d'urgence. Pendant que les policiers déployaient hélicoptères, chiens pisteurs, et que les habitants de Bremerhaven battaient la campagne, Walter, lui, était chez lui en train de repeindre le salon. Oui, vraiment. Il venait tout juste de refaire le sol, et tant qu'à faire, il avait aussi changé les canapés. Une petite déco de printemps, juste après la disparition inexpliquée de sa femme. Rien de suspect, bien sûr. Quand la police a débarqué pour inspecter la maison, elle n'a trouvé aucune trace flagrante de crime. Tout était propre, trop propre. Les enquêteurs ont vite remarqué que Walter avait acheté une quantité anormalement élevée de produits ménagers juste après la disparition d'Ekaterina. Juste une coïncidence ou un grand ménage post-meurtre bien planifié? Un chien pisteur a été amené pour renifler les lieux. Il a réagi, surtout dans le garage, mais pas suffisamment pour donner un signal clair. Résultat, encore une impasse, seul objet saisi, un couteau et un pistolet paralysant trouvés dans la voiture de Walter. Rien d'illégal, mais bon, pas exactement rassurant non plus. Et puis, il y avait les caméras. Ah, les caméras de surveillance. La maison en était équipée. Les enquêteurs ont espéré y trouver la preuve. À quelle heure Ekaterina était-elle sortie? Était-elle seule? Accompagnée? Mais devinez quoi? Les enregistrements du jour de sa disparition avaient disparu. Volatilisés. Effacés. Par accident, selon Walter. Bien sûr, à ce stade, la police était convaincue qu'il savait quelque chose, qu'il avait fait quelque chose. Mais sans preuve, impossible de l'arrêter. Les recherches ont continué pendant près d'1 mois. Rien. Aucune trace. Ekaterina s'était évanouie dans l'air glacial de février, jusqu'au 1er mars 2022. Ce jour-là, un habitant de Bremerhaven qui se promenait le long du fleuve Weser a remarqué une valise abandonnée près de la berge. Il s'est approché, intrigué. Il a ouvert. À l'intérieur, plusieurs sacs poubelles bleus. Il a fouillé un peu, lentement, et l'horreur. Le contenu des sacs? Un corps, enfin ce qu'il en restait, des fragments, déchiquetés, méconnaissables. C'était une femme. Plus personne n'avait de doute. Après plusieurs semaines de recherche, le corps d'Ekaterina a été retrouvé. Mais pas comme tout le monde l'avait espéré.
pas vivante, pas en sécurité, juste des restes et une valise. Le choc a été immense, pour sa famille, pour les bénévoles qui avaient parcouru les bois sous la pluie glacée. Une enquête pour meurtre a immédiatement été ouverte. Bien sûr, tous les regards se sont tournés vers Walter. Depuis le début, il avait été suspecté. Mais désormais, ce n'était plus juste un soupçon, c'était une évidence. On savait déjà qu'elle avait fui son mari à 2 reprises, toujours pour les mêmes raisons, ses interdictions, ses violences, son obsession maladive du contrôle. Et cette fois, il était peut-être allé trop loin. La police est revenue chez Walter, mais cette fois, ils n'ont rien laissé au hasard. Ils ont tout fouillé, pièce par pièce, centimètre par centimètre. Et là, ils ont commencé à découvrir ce que la première perquisition avait manqué. Un somnifère a été retrouvé dans la maison, exactement le même que celui que l'on avait retrouvé dans le corps d'Ekaterina. Et puis, élément accablant, la clé de la valise dans laquelle son corps avait été découvert traînait là chez Walter, comme si de rien n'était. La maison regorgeait aussi de produits de nettoyage, eau de javel, gants, rubans adhésifs, sacs poubelles par dizaines, tout un petit arsenal. En revanche, aucun objet personnel d'Ekaterina. Rien, comme si elle n'avait jamais vécu là. Il avait tout nettoyé, tout effacé, tout, sauf une veste, retrouvée non pas chez lui, mais dans une poubelle près du lieu de travail de sa mère. Un détail qui en disait long. Tous ces éléments, plus son comportement glacial, ses incohérences, son absence totale d'empathie, ont conduit à l'arrestation de Walter. Puis est venue l'autopsie. Terrible, révélatrice. Les experts ont reconstitué les dernières heures de la vie d'Ekaterina. Le 4 février, elle avait envoyé ses derniers messages à son amant sibérien. Dans l'après-midi, elle était sortie se promener. Rien d'inhabituel. À son retour, elle avait préparé le dîner. Walter l'a confirmé lui-même. Ils ont même ouvert une bouteille de vin. Elle a bu un verre. Lui, le reste. 2 heures après ce dîner, elle était morte. L'autopsie a révélé une fracture de l'os hyoïde, un os minuscule, fragile. Mais quand il se casse, ça ne laisse que peu de place au doute. Elle a été étranglée. Walter a donc non seulement tué sa femme, mais il l'a droguée, étranglée, découpée, empaquetée, puis il l'a laissée là, dans une valise, abandonnée sur les berges d'un fleuve, et pendant que tout le monde la cherchait, il repeignait son salon. Le 26 août 2022, le procès de Walter Baumann s'est enfin ouvert, et dès les premières audiences, de nouveaux éléments accablants sont venus noircir encore davantage son dossier. Cette fois, les enquêteurs ont décidé de concentrer leurs recherches là où, dès le départ, le doute avait plané, le garage. Ce fameux garage où le chien pisteur, lors de la première perquisition, s'était déjà agité, sans donner de signal clair. Mais cette fois, plus question de passer à côté. En grattant, en analysant, en traquant le moindre résidu, les policiers ont fini par découvrir des traces de sang, sur les murs, le sol, les escaliers menant au garage. Malgré tous les efforts de nettoyage de Walter, malgré ses litres de javel, ses gants, son ruban adhésif, ses sacs poubelles, il avait laissé des traces, et l'analyse l'a confirmé. C'était le sang d'Ekaterina. Dans sa voiture, même scénario. Il avait pris soin de la passer au lavage, intérieur et extérieur. Mais les experts ont tout de même retrouvé du sang dans le coffre. L'évidence s'accumulait, mais ce n'était pas tout. L'ordinateur de Walter, lui aussi, a commencé à parler, et ce qu'il a révélé était terrifiant. Depuis décembre 2021, soit 2 mois avant le meurtre, il avait effectué environ 400 recherches liées au crime. Oui, 400. Il avait tapé comment dissoudre un corps dans l'acide, quelle quantité d'acide remplirait une baignoire,
Comment tuer quelqu'un sans être puni? Que se passe-t-il si le corps n'est jamais retrouvé? Des questions qu'un mari ordinaire ne devrait jamais poser à Google. Et non, il ne s'est jamais douté que tout cela serait un jour consulté, qu'il serait le suspect, et que son ordinateur deviendrait sa pire trahison. Le plus glaçant, ses recherches avaient commencé bien avant que l'affaire n'éclate, ce qui voulait dire une seule chose: Walter avait prémédité la mort de sa femme. Et pourtant, au tribunal, il a nié. En bloc, il n'a rien reconnu. Il a joué la carte du mari brisé, du veuf effondré. Il s'est montré incapable d'écouter les témoignages, incapable de regarder les preuves, trop douloureux soi-disant. Il a mimé la détresse, mais les preuves, elles, ne jouaient pas la comédie. L'autopsie d'Ekaterina a fini de sceller le portrait. Son corps portait les marques d'un pistolet paralysant, exactement celui retrouvé dans la voiture de Walter. Et l'étranglement, confirmé par la fracture de l'os hyoïde, ne laissait aucune place au doute. Elle avait été tuée de sang-froid. Mais alors que tout le monde croyait l'affaire pliée, un rebondissement a frappé la salle d'audience en plein cœur. Lors de son témoignage, Ludmila, la mère, a pris la parole. Et là, elle a tout avoué. Elle a dit que ce n'était pas son fils, que c'était elle qui avait tué Ekaterina. Elle a expliqué qu'elle était venue ce soir-là garder sa petite fille, qu'elle avait trouvé sa belle-fille endormie sur le canapé, et que, selon ses dires, lorsque Ludmila a tenté de la réveiller, Ekaterina l'aurait frappée au visage. Une bagarre aurait éclaté. Et Ludmila aurait alors, dans un excès de panique, serré le cou d'Ekaterina jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Le silence dans la salle d'audience a été glacial, mais personne, ou presque, n'a cru à cette version. Personne n'a vraiment imaginé Ludmila étranglant sa belle-fille à main nue. Tout le monde savait à quel point son fils était tout pour elle. Et dans les lettres qu'il lui avait envoyées depuis sa cellule, il l'avait supplié de faire quelque chose, de trouver une issue, une échappatoire. Alors, elle a tenté le tout pour le tout. Une mère prête à porter un meurtre pour sauver son fils. Mais le tribunal n'a pas été dupe. Ludmila a été autorisée à rentrer chez elle. Walter, lui, est resté dans le box des accusés. Et Ekaterina n'aura jamais eu droit à la vie qu'elle espérait. Quelques semaines après le début du procès, Ludmila a envoyé une lettre au tribunal. Une lettre lourde, un aveu. Cette fois, elle n'a pas seulement dit qu'elle avait tué Ekaterina. Elle a décrit comment, en détail. Froidement, minute par minute. Elle a expliqué ce qu'elle avait fait du corps. Et surtout, elle a indiqué où se trouvaient les parties manquantes. Les enquêteurs s'y sont rendus, et elles étaient exactement là. Alors, une question a secoué la salle d'audience. Ludmila disait-elle la vérité? Avait-elle vraiment étranglé sa belle-fille de ses propres mains? Était-elle la meurtrière? Ou simplement la protectrice d'un fils devenu monstre? Elle a fini par admettre ce qu'elle n'avait jamais caché. Elle détestait Ekaterina. Elle l'avait toujours trouvée instable, inadaptée, incontrôlable. À ses yeux, elle représentait une menace pour Walter, et dans son esprit déformé, elle a cru que prévenir, c'était tuer. Mais malgré ses aveux, malgré ses connaissances précises de la scène du crime, une chose l'a trahi, son téléphone. Grâce au podomètre, les enquêteurs ont vu qu'elle n'avait marché que 200 mètres ce soir-là. C'était insuffisant pour se rendre jusqu'au lieu où la valise avait été abandonnée. Pire encore, les données de localisation ont prouvé qu'elle n'était arrivée qu'après minuit, alors que, selon le médecin légiste, Ekaterina était déjà morte. Ludmila n'avait donc pas tué Ekaterina, mais elle avait aidé à faire disparaître son corps, à nettoyer, à effacer, à protéger Walter, une mère jusqu'au bout, jusqu'à l'aveuglement, jusqu'à la complicité.
Le procès a duré 9 mois. En mai 2023, le verdict est tombé. Walter Bowman a été reconnu coupable du meurtre de sa femme. Il a été condamné à la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle après 15 ans. Une peine que certains ont trouvée trop légère pour un acte aussi abject. Ludmila, elle, n'a jamais été condamnée. Malgré les soupçons, malgré les indices, elle est repartie chez elle, libre, mais à jamais marquée. Et Victoria, leur fille, a été placée dans une famille d'accueil. Son nom a été changé, son histoire effacée, pour sa protection, pour qu'elle ne puisse plus jamais retrouver ses parents. La mère d'Ekaterina a tout tenté pour récupérer sa petite fille. Elle a supplié, elle a frappé à toutes les portes, mais en vain. Elle n'a jamais été autorisée à la revoir, ni à l'appeler, ni même à lui écrire. À cause de Walter, elle a perdu sa fille et sa petite-fille. Ekaterina avait tenté de fuir la violence. 2 fois, elle avait crié à l'aide. 2 fois, elle avait été ignorée. 2 fois, et la 3e fois, il était trop tard. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.